Déserteur de Fort Alamo, réalisé en 1953 par Bud Boetticher avec Glenn Ford. Bud Boetticher disait à propos de Glenn Ford, le plus difficile avec Glenn, pendant un film, c'est de le faire descendre de cheval. Il adore être à dada. Ah ouais. Alors son vrai nom à Glenn Ford, c'est pas ça du tout. Son vrai nom, c'est Gwynlyn Samuel Newton Ford. C'est bizarre, il en a changé, ça sonnait pourtant bien. Bon, il est né au Québec, et puis ses parents déménagent et s'en vont aux États-Unis, s'installent là-bas. Lui, à l'université, il joue déjà au théâtre et s'aperçoit qu'il sait mémoriser les textes et donc il a envie de faire l'acteur. Alors il va partir à Hollywood, il va faire l'acteur, enfin, pas tout de suite, il va d'abord être palefrenier de Will Rogers. Il est content, il sera encore à dada, vous voyez. Bon. Alors ensuite, il va faire des petits rôles à la Columbia, jusqu'à temps qu'on lui donne bien sûr des rôles plus importants, notamment un très bon second rôle dans un western, où il est content, il est encore à dada, avec Randall Scott, qui est les Desperados de Charles Vidor. Et puis ensuite, il va tourner des films de plus en plus importants, ça va devenir une vedette. Mais la guerre éclate. Une fois de plus, la guerre éclate. Ça arrive souvent à cette époque-là. La guerre éclate et bon, et on l'oublie un peu. C'est vrai que quand il est de retour, démobilisé, la cote n'est plus là. Et c'est sa copine, Rita Hayworth, qui va l'imposer dans ce fameux film noir qui va devenir un chef-d'œuvre, Gilda. Et là, c'est parti pour Glenn Ford, ça va devenir une grande, grande star. Il sera extraordinaire, bon, en flic teigneux dans Règlement de compte de Fritz Lang. Il sera un professeur remarquable, comme on aimerait en voir plus souvent, dans Graines de violence de Richard Brooks. Il sera aussi formidable en cow-boy, gangster, chef de bande désabusé, dans 3h10 pour Yuma, de Delmer Daves. Et puis, on peut le dire, bon, bah maintenant, eh bien, bon, sa carrière a un petit peu dégringolé, mais en fait, il était encore très bien, quand il faisait le père adoptif de Superman, dans Superman de Richard Donner en 1978. Côté cœur, alors on peut dire côté cœur, il a épousé la splendide actrice Eleanor Powell, il en a divorcé, je crois que s'est remarié 3 fois, et il était encore vaillant, Glenn. Son dernier mariage, ça remonte, il avait 74 ans. Ah ouais. Allez, on va voir s'il est toujours vaillant à dada, dans le déserteur du Fort Alamo, de Bud Boetticher. Nous venons de voir le déserteur de Fort Alamo que réalise Bud Boetticher en 1953 avec Glenn Ford. Eh bien, Glenn Ford et Bud Boetticher ne feront que ce film, alors qu'ils avaient un projet qui était intéressant, ensemble, qui devait s'appeler Révolte au Mexique, tourné en relief, et bien, finalement ça sera Van Heflin qui le fera, car Glenn Ford va faire une chute, se casser la figure et se péter 4 côtes. Allez. Ceci dit, Bud Boetticher comprend très bien Glenn Ford, parce qu'il lui arrivait à peu près la même chose, voyez-vous. C'est un type qui est devenu réalisateur, mais par accident. Parce qu'au départ, c'est un joueur de football professionnel. Mais il va se blesser et partir se reposer au Mexique, où là, il va découvrir les joies de la tauromachie et devenir matador. Ah, c'est joli. Et bah, ensuite, rentré aux États-Unis, il va être engagé comme conseiller technique pour le film de Ruben Mamoulian, Arène sanglante. Il va prendre goût au cinéma et devenir réalisateur. Et entre 1944 et 1950, il va tourner quelques films sous le nom de Oscar Boetticher. Mais quand on lui en parle, il faut, oh là là, moins on en cause et mieux ça vaudra. Il a tort, parce qu'il y en a un qui est pas mal dans le lot, qui est un bon polar, un bon thriller, c'est Escape in the Fog. Bon, enfin, Bud Boetticher est surtout très connu pour le fameux cycle des 7 westerns qu'il a fait avec Randall Scott, où Randall Scott était aussi bien interprète que producteur. Citons quelques titres comme ça, La Chevauchée de la Vengeance, Le Courrier de l'Or, C'est un homme à abattre, le fameux Command Station. Bon, la fille dans ce western, c'est Julie Adams. Julie Adams, elle a démarré, elle aussi, dans les westerns. Eh oui, dans les westerns. Mais alors des westerns vraiment fauchés, vous voyez, des films à vraiment petit budget, parce qu'elle en faisait 6 en 5 semaines. Elle était tout le temps à dada, elle n'avait jamais le temps de descendre. Avec toujours en plus les mêmes costumes. Heureusement pour elle, la Universal la remarque et l'engage pour tourner des westerns. Elle en a jusque-là des westerns, tout le temps à dada, encore à dada. Julie, elle n'en peut plus. Si bien qu'elle le dit elle-même, quand elle a arrêté de faire des westerns et qu'elle sortait dans la rue sans son bustier, elle se sentait toute nue. Enfin. Après cela, n'est-ce pas, après le journal, c'est-à-dire, eh bien, nous verrons un autre western de Jesse Hibbs, ça sera Seul contre tous, avec Dan Diraya et John Payne. Ah, ils n'ont pas de bustier, Et le cheval? Non plus. Ah, mais ça se fait encore, le cheval.
c'est la dernière séance, deuxième partie. Le retour. Alors, on va voir un western de Jesse Ibbs, réalisé en 54, c'est Seul contre tous, avec Dan Duraya et John Payne. Alors, John Payne, lui, il est né dans le Montana et sa maman est soprano. Alors, à Hollywood, lorsqu'on s'est monté à cheval, on fait des westerns. Lorsqu'on sait chanter, on fait des comédies musicales. Eh bien, John Payne, lui, il fera les deux. Oui. Il va chanter dans Weekend à la Havane en 1941 de Walter Lang. Et puis ensuite, dans les années 50, il fera des tas de petits westerns vraiment sympathiques, à petit budget, mais des grands films. Par exemple, 4 étranges cavaliers d'Alan Lohan, qui était formidable. Ensuite, il va quitter les écrans et devenir producteur. Ça va lui réussir. Ça va très bien se passer. Il va s'acheter un ranch dans le Montana et puis à la fin de sa vie, il aura même un très beau domaine en Californie, à un prix que mon fils ne pourra jamais s'offrir. À ses côtés, Dan Duraya, il travaille d'abord dans la publicité, puis devient acteur de théâtre. Il débute au cinéma en 1941. Il va reprendre le rôle qu'il a déjà créé sur scène avec La Vipère de William Wyler aux côtés de Bette Davis. C'est un spécialiste des rôles violents. Il maltraite dans La Rue Rouge de Fritz Lang Joan Bennett. Ça lui vaut un courrier de fans par paquet. Les petits malins des studios vont continuer à l'employer dans ce genre de rôle. Il va par exemple brutaliser Yvonne de Carlo dans Pourquoi j'ai tué de Robert Siodmak. Finalement, la brutalité, c'est le secret de son succès à Dan Duraya. Vous allez reconnaître Lee Van Cleef, c'est facile, il est surnommé l'homme au profil d'aigle. Il ne s'en plaint pas du tout d'ailleurs, Lee Van Cleef, puisqu'il déclare que c'est grâce à mon physique que j'ai toujours travaillé. Alors Lee Van Cleef débute au cinéma en 1950, pendant 15 ans il va être troisième couteau, il va mourir à la première ou la deuxième bobine, dans des films comme Règlement de compte au Quai Coral de John Sturges ou encore Le train sifflera 3 fois de Fred Zinman. C'est grâce à Sergio Leone qu'il va devenir une vedette avec quelques dollars de plus ou encore Le Bon, la Brute et le Truand. Il va rester en Italie, va être souvent un chasseur de primes dans des sous-produits comme la série des Sabata. Ouais, faut que ça s'arrête ça un petit peu. Hein. Allez, halte au Western Spaghetti et retournons dans l'Ouest le vrai, avec Seul contre tous, réalisé par Jesse Ibbs. Alors Jesse Ibbs, eh bien Jesse Ibbs, c'est un petit metteur en scène. Il a été 20 ans assistant pour attendre son boulot de dans 20 ans quand il sera metteur en scène. Alors quand il est devenu metteur en scène, il a fait des petits films, des petits westerns sympas avec le petit Audie Murphy, entre autres. Il a fait Chevaucher avec le diable, il a fait aussi L'Étoile brisée, où Walter Matthau était absolument parfait. Bon, on verra ça, on verra ça, on verra ça maintenant. Et après, qu'est-ce qu'on verra? Eh bien, on verra un bel épisode de la série télévisée Alfred Hitchcock présente. Intitulé And So Died Ryabunchinska. C'est une recette, Ah bon? And So Died Ryabunchinska de Robert Stevenson avec Claude Rains et Charles Bronson. Ah, belle affiche. Belle affiche, beau menu, non, c'est vrai. En attendant, on va regarder Seul contre tous, donc, de Jesse Ibbs avec John Payne et Dan Duraya. L'Ouest. C'est autre chose que vos western spaghetti, mon petit gars. Oh. Portée par le nom d'Alfred Hitchcock, la série a énormément de succès. Elle est nommée 17 fois aux Emmy Awards, l'équivalent de nos 7 d'or, et en obtient 2. En 1962, la série change de format. Elle devient l'heure Alfred Hitchcock, passant de 30 minutes à 1 heure. L'épisode de ce soir est réalisé par Robert Stevenson. C'est un Anglais. Nous lui devons la première version des Mines du Roi Salomon en 1937. 20 ans plus tard, il est engagé par les studios Walt Disney. Il va faire des films que vous connaissez tous, comme Mary Poppins. Claude Rains, lui, débute comme acteur de théâtre, puis il passe au cinéma en 1933. Il va être nommé 4 fois aux Oscars pour des seconds rôles.
À ses côtés, Charles Bronson, de son vrai nom, Charles Bunchiski. Il devient Charles Bronson en 1954 sur l'Aigle solitaire de Delmer Daves. En 1968, le voilà enfin vedette dans Il était une fois dans l'Ouest, où il est l'homme à l'harmonica pour Sergio Leone. L'histoire de notre épisode de ce soir est inspirée de Ray Bradbury. Il est célèbre pour ses chroniques martiennes. Au cinéma, il est aussi le scénariste de John Huston pour Moby Dick. Moi, John Huston, je l'adore. Alors, nous venons de voir donc un épisode de la série télévisée Alfred Hitchcock présente, n'est-ce pas? Alors, il y a peut-être une chose que vous avez remarqué, c'est qu'il y a parfois des images qui disparaissent, puis une autre action arrive, une autre image réapparaît d'une façon un peu bizarre. C'est parce qu'il y avait des pubs à l'époque aux États-Unis. Nous, en France, on les a pas vues, elles ont été coupées. Et ces pubs, ce qui est amusant, c'est que c'était Alfred Hitchcock lui-même qui les présentait. Quand je dis les présentait, ouais, c'était par exemple, je sais pas, le paquet de lessive, il était présenté par Alfred. Le papier cul, c'était Alfred aussi. Ah ouais. Et alors évidemment, comme Alfred avait énormément d'humour, il faisait ça au 2e ou 3e degré, ça plaisait pas aux publicitaires. Et puis, ils se sont calmés parce qu'ils se sont aperçus que les ventes grimpaient. Comme quoi, Alfred Hitchcock était aussi un excellent commerçant. C'est normal, puisque avant d'être l'homme de cinéma que nous connaissons tous, il a été dessinateur publicitaire. C'est même lui qui a dessiné son célèbre profil qui apparaît en début et en fin de chaque épisode. Et maintenant, comme Alfred Hitchcock, je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt, chers amis de la dernière séance.